Dans les années 60, au lendemain des indépendances, la France et le Niger signent des accords fixant le cadre d'une exploitation très profitable à l'ancienne puissance coloniale. C'est dire qu'au départ déjà, il s'agissait d'un accord gagnant-perdant. Ainsi débute en effet l'histoire de l'accaparement de l'uranium nigérien lorsque le pouvoir gaulliste décide de doter la France d'une industrie nucléaire. Ainsi la France s'engage-t-elle en secret dans le développement d'une force de dissuasion et fait exploser sa première bombe atomique dans le désert algérien en février 1960. Encore faut-il que l'approvisionnement en uranium suive. Comme ailleurs en Afrique, l'indépendance du Niger est accordée, sous condition d'une série d'accords, liant le nouvel État à l'ancienne puissance coloniale. Ces accords ont une dimension militaire la plus connue, mais ils embrassent nombre de secteurs, notamment celui des matières premières. En effet, l'annexe à l'accord de défense avec le Niger, mais aussi le Dahomey et la Côte d'Ivoire, considère, je cite, que l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium et leurs minéraux et composés sont des matières premières et produits classés stratégiques. En conséquence, les pays signataires de l'accord réservent par priorité leur vente à la République française. Fin de citation. En un mot, la France s'arroge un contrôle exclusif de la production d'uranium à venir dans le nouvel État du Niger. Ainsi en est-il des origines d'un accord déjà gagnant-perdant. Ce qui va suivre est désormais connu, plus d'un demi-siècle d'exploitation au mépris des règles et normes universelles en matière de respect de l'environnement et de la santé humaine et animale. Au plan économique et selon plusieurs chercheurs nigériens et français, seulement 12% de la valeur de l'uranium exporté est revenu au Niger, pendant que le Niger a largement contribué au développement de la puissance nucléaire de la France. Car 15% de l'uranium nécessaire aux centrales françaises provenait jusqu'en 2023 encore du Niger. Et une ampoule sur 3 en France marche grâce à l'uranium du Niger. Mais 85% des populations nigériennes n'ont pas accès à l'électricité. Le comportement au parfum colonial de la société Areva au Niger, un comportement d'autant plus choquant que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Pour cet uranium, la France paie 7 € par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Tout cela, c'est le coût à payer par le Niger pour la soi-disant indépendance énergétique de la France, une indépendance qui n'existe pas. En effet, la France importe 100% de son minerai d'uranium, dont environ 20% du Niger. Le système nucléaire français est un leurre dans la mesure où la France pratique la coercition pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en uranium. Au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. Autre constat amer, la pollution des nappes d'eau fossiles d'Arlit, une région qui regorge d'importantes nappes fossiles d'eau souterraines. Autant de réservoirs d'eau cruciaux pour des communautés largement dépendantes de ces ressources que la nature a mis des milliers d'années à constituer. Mais les opérations minières d'exploitation et de traitement du minerai et de l'uranium, par leur pratique inadéquate de gestion des déchets, effluents liquides et résidus de traitement contenant des produits chimiques dangereux et de l'uranium, ont entraîné par infiltration depuis des décennies une pollution graduelle de ces importantes ressources en eau dont la demande est de plus en plus croissante.
Et ce qui est encore critique, c'est qu'aujourd'hui, les points d'adduction d'eau potable de la SPEN à Arlit sont prélevés dans la nappe de Tellois. Donc vous voyez bien avec aujourd'hui l'accroissement de la population, les demandes en eau deviennent de plus en plus importantes. Donc l'appel de cette ressource en eau va être de plus en plus importante. Donc ça va drainer de façon très forte ces pollutions-là vers les consommations d'eau des populations. Comme vous le savez, la mine, c'est une mine souterraine. Elle représente à peu près 600 km de galeries. Ces 600 km de galeries sont en train d'être inondés par de l'eau. Donc le risque qu'il y a à ce niveau, c'est que toutes les nappes vont être en contact. Et quand elles seront en contact, il y a contamination de toutes les nappes. Les usines ont été installées sur des réseaux de fractures, parce que par le passé, il y avait eu beaucoup de mouvements tectoniques dans cette région-là. Et également, il y avait eu pendant la période de l'exploration des forages qui ont été faits pour aller chercher le gisement. Et ces forages-là, dans beaucoup de situations, n'ont pas été bouchés. Donc, or, comme ces forages-là, en traversant le sous-sol, ont intercepté des nappes d'eau souterraines, donc c'est des points de faiblesse de mise en communication de n'importe quelle infiltration et de n'importe quelle pollution vers ces nappes d'eau souterraines-là. Et aujourd'hui, ce qui a été constaté, notamment depuis 2009, côté Cominac, qu'il y a eu des infiltrations immenses de produits chimiques et de polluants industriels qui ont contaminé la nappe de Tellois. Et cette nappe de Tellois est contaminée par ce qu'ils appellent les bassins d'eau chaude. Les bassins d'eau chaude, c'est tout ce qui est eau de nettoyage de l'usine. Donc, qui dit nettoyage dit toute la saleté, tous les produits chimiques, tout l'uranium qui est charrié et qui va être stocké dans ces bassins-là qui ont été faits à nu. Et la terre, les bassins n'étaient pas protégés et ils ont été posés sur une partie affleurante de la nappe de Tellois, qui est une nappe de très grande ampleur qui va jusqu'à Kouré ici, qui va jusqu'à Balayara. Cet état de fait peut faire en sorte que l'eau soit contaminée et que c'est un danger pour la santé. Ce n'est pas seulement aussi pour la population d'Arlit. L'eau voyage, donc ça continue sur tout le territoire du Niger. Et au-delà même du Niger, ça peut aller vers les autres pays voisins. Donc, nous avons des résidus qui sont issus du traitement de l'uranium, qu'on appelle généralement les verses à résidus, donc qui constituent un mélange donc, de solides et de liquides, comprenant donc des substances chimiques qui sont issues du traitement déversé sur place. Facilement, ce déchet radiologique descend suivant donc, le pendage de la faille et qui a contaminé donc, la nappe du Tellois. Les eaux étant acides, ensuite les roches de la zone, elles contiennent du carbonate, ce qui est sûr, le contact entre l'acide et le carbonate est en dissolution, et c'est les concours de la faille, l'ensemble de ces événements-là ont favorisé l'infiltration et la création des réservoirs. Orano, à la fermeture de Cominac, elle a noyé des Toyota toutes neuves, des 4x4. Elle a noyé des trémies, des concasseurs, des bancs transporteurs, des sergeurs, des boulonneurs, des chausseurs, de plusieurs engins, des câbles rampants, des tuyauteries qu'ils ont noyés dans la mine. Sous les soi-disant que quand ils vont les remonter, ce sont des matériaux qui sont peut-être contaminés et que c'est faux. Maintenant, ces matériaux-là, ils sont en dessous, ils sont en bas. Ils sont en train d'être usés. Et quand ils vont être usés, ils vont contaminer la nappe phréatique. Déjà, Orano avait contaminé la nappe phréatique. Conséquences incalculables également sur la faune et la flore, jadis abondantes. Donc on n'a pas pris de précautions, on a consommé les bois de chauffe, d'Arlit jusqu'à Chimia, jusqu'à Iferouane, parce qu'on a eu besoin de milliers de mètres cubes par mois pour des bois de chauffe qu'on allait chercher ailleurs. Et donc on a créé là-bas aussi un désastre. Ça, c'est ce qui concerne un peu la flore. Et la faune, bien sûr, c'est là, elle était à Arlit dans les environs et aujourd'hui elle se trouve à Trémit, peut-être à 600 km d'Arlit. C'est seulement là-bas qu'on peut rencontrer quelques gazelles. Mais du fait de l'exploitation irresponsable pratiquée par les sociétés minières, principalement Orano, la périphérie d'Arlit n'est plus qu'un véritable paysage lunaire où règne désolation synonyme d'avenir sans lendemain. Un avenir qui s'écrit en pointillé
À Arlit, ce sont en effet des lendemains qui déchantent. C'est une ville à jamais polluée. Ce qu'on a constaté, c'est vraiment une exposition permanente de la population à la radioactivité, par les poussières radioactives, par le gaz radon qui est produit par tous ces déchets radioactifs, par des ferrailles contaminées, des textiles contaminés qui sont en vente sur les marchés, par le fait qu'il y a des matériaux radioactifs dans les rues. On avait mesuré un niveau 100 fois supérieur à la normale sur la piste devant l'hôpital d'une des compagnies minières, et par le fait que les habitants sont même exposés dans leur domicile parce que certaines maisons ont été construites avec des matériaux radioactifs. En exploitant l'uranium dans les années 68, on a réuni les chefs traditionnels, les autorités pour leur dire, écoutez, si on exploite de l'uranium, vous acceptez, Arlit sera comme Paris. C'est pourquoi on appelle Arlit deuxième Paris. Malheureusement, aujourd'hui, Arlit ressemble à des ruines. Et là où il y a des résidus, une centaine de millions de résidus qui est exposé à l'air libre. Et à moins de 5 km de la ville à vol d'oiseau. Et malheureusement, c'est ça. C'est ce que nous appelons, nous avons hérité de la pollution durable. Et cette pollution, malheureusement, elle est là. Pendant ce temps, la route dite de l'uranium, jadis un des fleurons du réseau routier nigérien, n'est plus que l'ombre d'elle-même, tant les camions poids lourds affrétés par les sociétés minières en ont usé et abusé, laissant cette voie dans un état de délabrement extrêmement avancé. Le cheptel aussi a payé un lourd tribut. La contamination des eaux, en effet, lui a laissé peu de chances de survie. Nombreux aussi sont les ex-employés des sociétés minières à en payer le prix fort. Tandis qu'en France, Orano garantit une prise en charge sanitaire 100% à ses ex-travailleurs, au Niger, ces derniers sont laissés pour compte dans une totale indifférence. Même insulté. Même insulté. Tu ne te traite pas. Rien. Rien. Mu kukan da za mu kai da sunan mata da sunan al'umma Arlit a hidda mana hakinmu tunda muna da hakin mun san da shi ba mu san da shi ba. Depuis de longues décennies, les activités d'Orano ex-Areva ont aggravé non seulement la disponibilité d'eau de qualité, mais ont épuisé également une partie importante des aquifères, notamment de Tarat, sur une grande partie de la zone couvrant le site industriel, mettant en péril la production agricole et la stabilité économique locale. Il est donc impérieux de s'attaquer vigoureusement à la pollution des aquifères fossiles d'Arlit, non seulement pour maintenir les moyens de subsistance des populations, mais aussi pour préserver l'équilibre délicat entre exploitation minière et intégrité environnementale et sanitaire. C'est pourquoi l'État du Niger a décidé de faire toute la lumière sur ce problème majeur de pollution des nappes d'eau fossiles. Il a demandé à une équipe d'experts des universités nigériennes de faire un état des lieux exhaustif sur la situation. Une étude qui sera également complétée par une analyse des impacts socio-économiques de l'exploitation de l'uranium au Niger. En effet, le CNSP et le gouvernement, conformément à leurs engagements, ne badineront point chaque fois qu'il s'agit de défendre et préserver les intérêts vitaux du Niger. Le gouvernement nigérien a le droit de pouvoir faire des affaires avec n'importe quel acteur au niveau mondial. Je pense que c'est ça quand même, vouloir y toucher, c'est toucher à la souveraineté de notre pays. Et là, nous disons non, le Niger peut commercer avec qui il veut. En définitive, les responsables du lourd passé ou du lourd passif prédateur de la France au Niger doivent nécessairement payer. Pollueur-payeur, pour reprendre une expression jadis en vogue en Europe. Après tout, le principe pollueur-payeur est un principe juridique et économique régi par l'article L110.1 du Code de l'environnement français, stipulant que les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur.